L'anorexie mentale est une maladie dite biopsychosociale. Elle est favorisée par des facteurs de prédisposition et un certain nombre de comorbidités. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il existe une dimension biologique, une dimension psychologique, une dimension sociétale. Il y a des facteurs de prédisposition génétiques, hérédopathogéniques, certains. Et ils entrent pour une proportion non négligeable dans les facteurs de risque de développer une anorexie mentale. On sait aussi que l'anorexie mentale est l'apanage des sociétés occidentalisées. Il y a un lien avec l'environnement social extrêmement fort, c'est évident aussi. Les femmes sont 10 fois plus touchées que les hommes par cette pathologie. Les métiers qui exigent minceur et contrôle du poids prédisposent au risque de développer des troubles des conduites alimentaires. Les TCA affectent 40% des mannequins, mais aussi de nombreux sportifs de haut niveau et des danseuses classiques. Parmi les facteurs de prédisposition qui vont fragiliser une personne, il peut y avoir aussi des événements de vie. Parmi ces événements de vie stressants ou traumatisants, évidemment, tout ce qui va toucher à la sphère sexuelle peut être un facteur de fragilisation. C'est à peu près un tiers des personnes qui ont une histoire traumatique. Ça veut dire aussi que 2 tiers d'entre elles ne l'ont pas. Il faut se méfier de ça parce que ça peut biaiser l'attitude des soignants qui vont à tout prix vouloir rechercher une histoire traumatique pour comprendre le trouble alimentaire et tout expliquer avec ça. C'est une errance et diagnostique et thérapeutique qui peut faire perdre énormément de temps ou même créer du stress chez des personnes qui n'en ont pas besoin. Il est très rare qu'un trouble de l'alimentation se produise seul. Il est plus d'une fois sur 2 associé à d'autres problèmes psychologiques. Les plus fréquents, c'est l'anxiété et la dépression. On a une proportion non négligeable de personnes ayant des troubles neurodéveloppementaux. Les plus souvent cités sont les très autistiques ou encore les troubles déficit de l'attention. Je peux dire que j'ai différentes pathologies psychiatriques. Je ne suis pas seulement anorexique, je suis aussi mélancolique, dysthymique, c'est-à-dire avec une dépression chronique. L'an dernier, on m'a diagnostiqué aussi un syndrome Asperger. Je suis suivie pour des raisons psychiatriques depuis 17 ans. J'ai commencé un suivi à l'âge de 8 ans. Les troubles alimentaires ont commencé à l'âge de 15 ans. Je n'ai pas eu de phase de déni. Mon anorexie était plutôt secondaire, un état de dépression, mélancolie profonde et un moyen de me tuer un petit peu tous les jours. Et de montrer que j'étais là puisque j'avais une grande souffrance. C'est une souffrance qui a toujours été là. Bon, pour moi, je suis née avec, je suis comme ça, c'est tout. Une petite partie des personnes souffrant de troubles alimentaires qui ont par ailleurs des toxicodépendances ou des dépendances à des produits. Dans l'anorexie mentale restrictive, il y a une superposition extrêmement fréquente avec les troubles obsessionnels compulsifs. Près de 25% d'entre elles. Il semblerait qu'il y ait aussi des prédispositions psychologiques ou tempéramentales, le fait d'avoir un haut niveau d'exigence personnelle, et le fait d'avoir une faible estime de soi. Ces 2 dimensions, si elles sont associées en plus à un tempérament anxieux, sont des facteurs très prédisposants au développement d'un trouble des conduites alimentaires, particulièrement si on est une femme, parce que c'est là où la société agit le plus sur l'archétype féminin de minceur et de maigreur comme étant un élément de valeur personnelle. À l'école primaire, je parlais presque pas. Très vite, je me suis un peu isolée dans des mondes parallèles. J'étais pas vraiment en échange avec les autres. Je pense que c'est vraiment vers le collège où il y avait un ennui profond, une forme de dépression, en fait, une tristesse très très forte. Je pensais à toute allure depuis toute petite avec plein de questionnements et que j'avais du mal à gérer. Et je pense que le fait de commencer à arrêter de manger a été une façon de ralentir cette frénésie en fait de penser, prendre un contrôle sur moi et j'ai commencé à noter ce que je mangeais comme un carnet alimentaire, quelque chose comme ça. Petit à petit, ça a occupé de plus en plus mon esprit. Il y a un aspect dans la personnalité des personnes qui souffrent d'anorexie et donc qu'on pourrait repérer avant que le trouble s'installe, c'est la notion de flexibilité. Quand on est perfectionniste et qu'en plus on est rigide, c'est beaucoup plus difficile d'assouplir les choses. Et donc cette rigidité, on peut la repérer dans les règles de vie qu'on se pose, mais ça peut être pour l'hygiène, ça peut être pour le sommeil, ça peut être pour ce que je dis pas, je contrôle. Les troubles des conduites alimentaires apparaissent le plus souvent à l'adolescence.
C'est un trouble de l'adolescence. C'est à la fois une période de changement corporel considérable, particulièrement plus pour les filles d'ailleurs que pour les garçons, avec la maturité sexuelle qui modifie sensiblement l'aspect du corps, la poitrine, les hanches, le ventre. Les changements corporels sont très importants et souvent mal vécus du fait des prises de poids, du tissu adipeux qui s'accumule, ce qui est physiologique à cet âge-là, mais pas toujours bien toléré. Dans cette période de conquête d'une vie sociale et interpersonnelle, l'image, l'aspect, la forme du corps, le poids qu'on fait jouent un rôle incontestable. D'où plus de préoccupations sur son image, particulièrement avec le développement des réseaux sociaux qui récemment ont exacerbé l'importance de l'image du sujet dans sa communication. J'ai toujours été une petite fille très volubile, qui réussissait, qui était brillante à l'école, qui réussissait dans le sport, à la musique, qui avait ses amis. Mais en dehors de mes cercles, j'avais du mal avec le lien aux autres et la relation à autrui. Et j'avais certainement un manque de confiance en moi important. Puis l'adolescence, c'est quand même une période particulière où c'est difficile d'avoir confiance en soi et de se trouver quelqu'un de bien. Et en travaillant sur l'apparence physique, qu'elles vont avoir l'impression d'améliorer les choses. Et donc, ça peut être un régime, une obsession peut-être d'activité physique aussi, pour perdre du poids, pour avoir une meilleure esthétique. Quand on voit déjà ça associé à du perfectionnisme et du contrôle, c'est vrai que c'est un facteur de risque auquel il faut être particulièrement attentif et si possible agir assez vite avant qu'on ait une grande perte de poids. Une hypersélectivité alimentaire et un régime qui tourne mal sont la porte d'entrée dans la maladie. Il y a une obsession de la nourriture qui, petit à petit, va prendre tout l'espace de la pensée. C'était supprimer carrément des repas et réduire les quantités, abolir petit à petit des aliments et avoir aussi une hyperactivité accrue au quotidien, être toujours dans la volonté de brûler tout ce qui était aussi ingurgité. L'alimentation est devenue une solution de survie en fait, face à toutes les choses du quotidien en fait que j'arrivais pas à surmonter autrement. J'ai commencé à souffrir de troubles du comportement alimentaire à l'âge de 13 ans. J'étais plutôt une enfant avec un léger surpoids. J'ai eu une maman qui avait aussi un certain excès de poids, donc j'ai assez vite baigné dans les régimes. Après un séjour aux États-Unis chez mes grands-parents, j'avais pris pas mal de poids et j'ai décidé de me mettre au régime pour la certainement xème fois de ma vie, mais ce régime a, en tout cas au début, très bien fonctionné. Je me suis retrouvée de fil en aiguille à retirer des catégories d'aliments. J'avais dû commencer ce régime alimentaire aux alentours du mois d'août. Je me suis retrouvée le 24 décembre, la veille de mes 14 ans, hospitalisée. Je ne me nourrissais plus du tout. Je ne m'hydratais plus, je ne me nourrissais plus. J'avais quand même perdu 36 kilos en 4 mois et demi. Au début, les gens, quand ils m'ont vu perdre du poids, c'était clap, clap, clap. Oh, bravo, mais oh, regarde, magnifique. Et puis tout d'un coup, de clap, 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 c'est mais qu'est-ce que tu fais? T'es maigrissime, c'est terrifiant. L'organisme, à un moment donné, là, il capte plus rien. Je crois pas que les anorexiques aient spécialement envie de mourir. C'est plutôt la difficulté de trouver sa place. On a envie de vivre, mais autrement. On utilise la nourriture parce que c'est la seule chose qu'on peut encore contrôler. Donc elle pense qu'en contrôlant son poids, sa silhouette, elle ira mieux. Évidemment, c'est un leurre. On contrôle au début et à un moment donné, on contrôle plus rien et la maladie prend toute la place. J'étais quelqu'un de très réservé, très mal dans les groupes sociaux et une forme de disparition par le corps qui se réduit en fait. C'était plutôt une forme de rétrécissement du corps qui était importante dans le sens où je prenais trop de place. Chaque cas est différent. Chez moi, on pourrait résumer un régime qui tourne mal, c'est-à-dire un régime destiné à améliorer mes performances sportives. Évidemment, l'anorexie est bien plus complexe que ça. C'est une maladie multifactorielle. Il y avait certainement un terrain propice avec un perfectionnisme accru, avec des fragilités en moi. J'ai dû faire face à des choses compliquées dans ma vie familiale également. Donc c'est l'ensemble de ces facteurs qui combinaient. Et puis à l'âge de 16-17 ans, il y a eu ce régime qui a suivi en fait 2-3 réflexions, du harcèlement scolaire également. Voilà, tous ces facteurs combinés ont fait que la maladie a pu s'installer, mais sur un terrain non propice à la maladie, elle ne s'installe pas. Le début de la maladie est accompagné d'un sentiment de mieux-être, de réussite, de succès, tout à fait exaltant. Perdre du poids dans une société où c'est très recommandé, y parvenir alors que bien d'autres n'y parviennent pas, découvrir qu'on a cette capacité sur soi-même de contrôler son alimentation et son poids dans un domaine où c'est très prisé par la société,
il y a un effet exaltant. Évidemment, petit à petit, la maladie va s'installer et le sentiment de contrôle va persister, mais en fait, la personne perd très vite la maîtrise de sa vie et de sa destinée. C'est la maladie qui commande ses actes et ses pensées, mais ça, elle ne s'en rend pas compte. Souvent, les patientes gardent le souvenir exaltant de cette période où elles avaient le sentiment de se contrôler et de contrôler leur alimentation et de le faire mieux que les autres. Il y a vraiment une inconscience de tout ce qu'on fait subir à notre propre corps, une violation du corps ou de maltraitance qui est inouïe. La plupart des personnes ont des besoins vitaux qui sont manger, dormir, aller aux toilettes. Nous, on s'extrait en fait du besoin de manger et en fait on considère qu'on va aussi bien, voire mieux qu'eux, qu'on est plus léger, on est plus libre. Tout un mécanisme de liberté, d'avoir vraiment un emprise sur le corps et de contrôler tout ce qu'on fait, tout ce qui entre et qui sort aussi. Et de pouvoir se passer de quelque chose qui autour de nous semble une nécessité très très réglementée avec des horaires, des regroupements sociaux. On est vraiment au-dessus de tout ça, quoi. C'est comme une observation supérieure. Même quand elles ont totalement perdu la maîtrise de leur vie, où c'est la maladie qui a une emprise extraordinaire sur elles, elles continuent à rêver de ce moment où c'était elles qui pilotaient, qui contrôlaient. Les mois passent et si ça continue, il y a vraiment un basculement vers la grande souffrance que inflige cette maladie, notamment sur le plan somatique et de l'isolement, tous les dégâts que ça entraîne. On pense qu'on va arriver à revenir en arrière, mais il y a un moment donné où c'est plus possible en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir d'un certain niveau de restriction alimentaire et une quantité de poids suffisamment importante perdue, alors s'enclenchent des processus qui vont rétroagir sur la personne. Va finir par apparaître des phénomènes biologiques tout à fait particuliers. Et lorsqu'on perd du poids de manière sensible, on finit par perdre le contrôle de sa capacité à s'alimenter. Il y a des phénomènes curieux, on va dire anorexigènes, liés à la maigreur. Et plus vous avez réduit votre alimentation longtemps, plus il va être difficile de remanger, plus votre organisme va résister à l'alimentation. Par exemple, le transit se ralentit et manger aussi peu que ce soit va donner le sentiment d'être rassasié très vite. Donc il y a ensuite un effort supplémentaire pour s'alimenter efficacement à cause de la maigreur. Manger devient douloureux. Il y a la peur de manger, la peur de grossir, que dis-je, la terreur de manger. On en arrive à être terrorisé par la nourriture. Au moment où une personne veut se réalimenter de façon plutôt rationnelle et non pas par crise, on a quand même un autre problème, puisque l'organisme est extrêmement fragilisé par la maigreur, qu'au moment où on reprend une alimentation meilleure, plus riche, plus variée, il n'est pas tout à fait apte à le gérer de façon efficace. Et la surcharge alimentaire peut entraîner des accidents de réalimentation, avec parfois des troubles graves, des édèmes des membres inférieurs, des troubles du rythme cardiaque et, heureusement très rarement, le décès. Donc on est très prudent aussi dans cette phase de réalimentation. Il y a une sorte de tension qui va apparaître entre le désir de se contrôler d'un côté et l'urgence à s'alimenter que l'organisme va communiquer à la personne. Cet équilibre peut basculer d'un côté comme de l'autre. Dans les formes restrictives de la maladie, c'est le contrôle qui l'emporte définitivement et la personne reste très maigre. Dans le phénomène inverse, c'est l'organisme qui va reprendre le pouvoir par phase très aiguë. Ce sont des crises de boulimie qui vont apparaître à peu près chez une personne sur deux au bout de 2 ans d'évolution. C'est la moyenne. Autrement dit, une partie non négligeable des personnes souffrant d'anorexie mentale vont se retrouver un jour ou l'autre avec des crises boulimiques surajoutées à leurs troubles. On parle donc de 2 types d'anorexie mentale, la forme restrictive pure et la forme avec crise et vomissement. Les deux ont une évolution diverse, mais globalement, c'est la même maladie. Au bout d'un certain temps, les crises peuvent entraîner une reprise de poids. Quelque part, l'anorexie va guérir au profit de la boulimie, ce qui n'est pas plus confortable à vivre, tant s'en faut. Moi, il y a des moments où je m'éclipse. Je suis avec quelqu'un et il y a une heure où c'est trop tard. Il faut que j'aille faire, je sais pas, mes courses, que j'aille, j'ai ma soirée qui dure 4-5 heures de vomissement. Après, je vais me coucher trop tard, je serai trop fatiguée. Donc, il y a toute une organisation interne que les gens ne soupçonnent plus parce que ça se voit plus physiquement, mais que moi j'anticipe à chaque fois. C'est très très personnel en fait et qui est réglé sur des formes de rituels en fait, sans quoi je vais pas bien en fait. Si on m'empêche de faire mes comportements en fait déviants sur plusieurs heures,
plusieurs jours. Et à un moment donné où je commence vraiment à péter les plombs, à être agressive. Donc en fait, c'est vraiment un comportement de personne addicte. C'est des moments de compulsion alimentaire où on va manger à outrance et derrière, il y a un comportement compensatoire, donc de purge. Moi, c'était les vomissements. J'ai continué à faire des crises au sein de l'hôpital en demandant à des patients, je leur donnais un peu d'argent pour qu'ils me ramènent de la nourriture de la cafétéria ou en leur demandant ce qu'ils pouvaient me mettre de côté des repas. Et j'accumulais de la nourriture dans ma chambre et je faisais des crises dans ma chambre. Donc au tout départ, j'ai connu la chambre double et même l'autre patiente, j'avais tendance à la manipuler pour qu'elle me donne ses fromages, ses desserts, ces choses comme ça. Je pense que l'équipe s'en est rendu compte. En tout cas, ce qui les a le plus alarmés, c'est que le poids a continué de chuter. Et je suis descendue au plus bas de cette hospitalisation à 27 kg. Donc pour 1m63, là, j'étais réellement en danger. Les crises de boulimie sont vécues comme un danger par les patientes autant que par les équipes soignantes, pour la raison que c'est une sorte d'avalanche de calories que l'organisme ne peut pas gérer. Et comme il y a des conduites de purge presque obligatoires juste après la crise, une déperdition en sels minéraux, en nutriments, mais aussi un déséquilibre hydroélectrolytique extrêmement dangereux. Chez une personne amaigrie, présentant des crises et des vomissements, il y a donc un risque accru de perturbations hydroélectrolytiques et en particulier la chute du potassium qui peut entraîner un trouble cardiaque parfois mortel. Donc la crise est à la fois un accident qui pourrait sembler réparer la maigreur, mais qui en fait aggrave le pronostic. Combattre la maladie, c'est pour les victimes lutter contre l'ambivalence profonde qui les habite. La personne souffrant d'anorexie mentale est tout autant partagée entre son désir de guérir de son trouble que de sa peur de grossir. Pour elle, grossir, c'est avant tout une source d'angoisse. Elle a en permanence ce dialogue, cette hésitation en elle. Je voudrais guérir de l'anorexie, mais je ne veux pas prendre de poids. Je voudrais sortir de cet enfer, mais sans prendre 1 kilo. Et c'est la résolution de cette ambivalence qui permet d'avancer. J'ai vraiment une grosse imposture intérieure dans le sens où j'ai des valeurs auxquelles je crois. Et la maladie me fait faire l'inverse de ce en quoi je crois. J'ai une vraie démarche de recyclage écologique dans mon travail artistique, même dans mon assiette. Il y a une volonté de recycler beaucoup les choses, de ramasser des aliments que les gens ne mangeront pas. Et à côté de ça, il y a aussi un comportement excessif alimentaire où je vais aussi consommer énormément d'alimentation, beaucoup plus qu'une personne qui mange des repas normaux, parce que j'ai des compulsions nocturnes toutes les nuits où je mange pendant des heures pour vomir. Donc il y a un gaspillage énorme qui est, moi, m'écœure. Si on fait des calculs sur la semaine, le mois, en termes d'heures passées, de quantité, de dépenses, enfin, c'est des choses qui sont horrifiantes. J'y pense, je me dis mais c'est une incohérence totale. À la fois on se dégoûte et à la fois on croit en des choses qu'on peut pas en fait appliquer parce que la maladie prend le dessus et nous fait faire l'inverse de ce en quoi on croit et ça c'est totalement déstabilisant. Une des erreurs que je retrouve souvent dans le discours et dans l'attitude, c'est de penser que ces personnes auront tendance dans les soins, dans leur démarche, à ne pas être toujours sincères, à être des menteuses, perverses même, pour certains, manipulatrices, clivantes, voilà tous les mots qu'on entend ici et là dans les équipes soignantes. J'aimerais insister sur ce point. Il n'y existe pas de personnes clivantes face aux équipes de soins, il n'existe que des équipes clivables. Il n'existe pas de personnes manipulatrices, il n'y a que des équipes manipulables. Quand un rapport de ce type-là se développe entre une personne soignée et une équipe soignante, c'est à l'équipe de s'interroger qu'est-ce que nous avons fait pour obliger cette personne à nous mentir, à tenter de manipuler nos relations. Nous induisons des comportements de résistance, de réactance, de duperie ou de tricherie chez ces personnes parce que nous avons des attentes démesurées par rapport à leur capacité de traitement et parce que nous avons des exigences de résultats qu'elles ne peuvent pas assumer. Il partait beaucoup aussi sur cette idée de la maladie fait que vous mentez, vous trichez, vous ne dites pas la vérité. Et l'amalgame est très vite fait de je suis une menteuse, je suis une tricheuse, je suis malade. Et de se défaire ensuite, de se libérer de tous ces schémas, de toutes ces étiquettes qu'on nous pose et qu'on a déjà reçues aussi de notre famille. Parce qu'effectivement, cette maladie pousse à la tricherie,
au mensonge. Mais que ça vienne du personnel soignant, ça rajoute peut-être un côté plus officiel à la chose. Et ça a été aussi très compliqué parce que ça pousse encore plus, je pense, à être dans cette non-authenticité finalement. Si vous m'avez posé cette étiquette, eh bien très bien, je jouerai mon rôle comme il faut. La personne se présente sous 2 jours. Il y a elle-même, l'individu lui-même et son vécu, et puis sa maladie. Et il y a des discours et des comportements qui lui appartiennent et des discours et des comportements qui sont ceux de la maladie. Il faut savoir à qui on parle à tout moment. C'est quelque chose que nous, on travaille en soins, c'est en fait de distinguer la voix de la maladie, la voix de l'anorexie, et puis la voix de la patiente qui a envie de s'en sortir, qui a envie d'aller mieux, qui aimerait pouvoir faire ce qu'on attend d'elle. Ça permet à la patiente de prendre de la distance aussi et d'avoir une capacité de discernement qui s'améliore par rapport à la voix du trouble. Et donc, de les mélanger et de considérer que ça fait une seule personne, c'est vraiment réduire la patiente à son trouble. J'étais très naïve au début dans cette maladie. J'étais pas encore très performante dans la maladie, avec un peu d'humour. Ils pouvaient me renvoyer à « regarde, tu fais ça, c'est la maladie. Tu fais ça parce que tu veux dépenser encore plus d'énergie. » C'était des choses auxquelles je n'avais jamais pensé. Et à chaque fois qu'ils me disaient ça, c'était « ah, très bien, si je fais ça, je vais dépenser plus d'énergie. À partir d'aujourd'hui, je ferai ça. Oh, ok, si je fais ça, je vais encore plus maigrir. Très bien, merci pour le tuyau. Je vais faire ça. » Donc en fait, chaque chose qui m'accusait de faire, et en l'occurrence que je ne faisais pas, devenait pour moi un tuyau pour être encore plus malade. Je suis devenue une experte dans la maladie grâce, si on peut le dire comme ça, à aussi des réflexions que j'ai eues parce qu'on ne m'a pas fait confiance. Faire confiance, être bienveillant, accepter que la personne ne fasse pas toujours exactement ce qu'elle dit qu'elle va faire et le vivre non pas comme étant une tentative de duperie ou de tricherie, mais comme un comportement induit par sa maladie qui lui est imposé par son trouble, c'est très important.